Je vais vous parler d'anthropologie et d'anthropocentrisme. Ce qui manque à beaucoup de chercheurs dans le domaine des sciences sociales, des sciences religieuses, c'est le sens de l'anthropocentrisme. Par anthropocentrisme, j'entends ce qu'on appelle aussi par ailleurs le dessin intelligent, intelligent design. C'est-à-dire, on se met à la place de gens qui envisagent de concevoir quelque chose, de concevoir un système, de lancer un système, même de l'imiter, même de l'inventer, peu importe, mais enfin, ils essaient quand même que ça ait une certaine allure, en quelque sorte. Et pour moi, l'anthropocentrisme, l'anthropologie, parce que moi, l'anthropologie, pour moi, c'est comprendre l'anthropocentrisme, quelque part, c'est la simplicité. C'est ce qu'on appelle aussi le rasoir d'Occam. C'est aussi un certain goût pour la géométrie, pour la cohérence générale, pour le nombre. Par conséquent, dès qu'on essaye de comprendre l'origine d'une tradition, il faut faire la part de l'anthropocentrisme, de l'anthropomorphisme, plus exactement. L'anthropomorphisme, ça veut dire que l'on va supposer que les traditions, les langues aussi, par exemple, les théologies, les représentations du monde, que tout cela obéit à une certaine logique basique, fondamentale. Qu'est-ce à dire ? C'est-à-dire une certaine simplicité de conception. C'est déjà un point important. Si dès le départ, face à un système quel qu'il soit qui vous est transmis, qui nous est arrivé, vous dites au départ, il devait y avoir une cohérence, une géométrie, un équilibre, une symétrie, eh bien, ça vous met sur la piste de ce vers quoi il faut tendre. Alors, l'anthropocentrisme ne s'oppose pas à l'idée de Dieu. Pourquoi ? Parce que pour moi, les dieux, je les vois d'un point de vue anthropocentrique. Je ne parle pas d'un Dieu originel, la nature, etc. Je parle d'entités, de puissances qui ont eu une capacité de création remarquable, au-delà de nos capacités actuelles, mais nous sommes nous-mêmes en puissance des dieux, si on peut dire. Nous, notre civilisation en tout cas, notre espèce. Donc, l'anthropocentrisme ne s'oppose pas, n'empêche pas de réfléchir sur les dieux, parce que les dieux raisonnent comme nous, au départ. Ce sont des architectes, d'ailleurs l'architecte de l'univers, dans certains cas. Ce sont des architectes qui ont un plan. Ce plan, quand on a un plan, généralement, c'est censé être cohérent, c'est censé être simple, clair et net. Et le problème, c'est que quand on aborde épistémologiquement les sciences sociales, les sciences humaines, les sciences religieuses, les sciences ésotériques, si on veut aussi, eh bien, on oublie ce postulat. Et on nous sert des savoirs qui n'ont pas de cohérence, qui sont des savoirs chaotiques. Alors, je pourrais illustrer mon propos, ce n'est pas ce qui manquerait pour moi, que ce soit au niveau de la langue, de la conception des langues, de l'astrologie, des centuries Nostradamus, de la théologie biblique, etc. Tout cela nous est présenté aujourd'hui de façon totalement chaotique.
sans ordre, sans récurrence, sans symétrie, sans ordre numérologique, numérique, géométrique. Et on dit que la science grecque mettait en avant cette exigence de géométrie pour appréhender le cosmos. Le mot cosmos voulant dire équilibre, voulant dire ordre. Alors, je vais prendre un seul exemple que j'ai déjà utilisé récemment, en ce qui concerne la chronologie des éditions centuriques. Mais ça n'est jamais qu'un exemple qui, parmi d'autres, mais qui sera assez parlant et qui peut s'appliquer à des tas d'autres situations. On nous dit, si on lit les travaux des nostradamologues, comme Robert Ben-Asra, comme Michel Chomara, comme Daniel Russo, comme Pierre Brindamour, etc., qui ont publié à la fin du XXe siècle, dans les années 1980 2000, 95, 96, eh bien, on nous dit que la première édition des Centuries comportait 359 quatrains. 3 centuries pleines, plus une 4e centurie de 53 quatrains. Est-ce que raisonnablement, des gens qui ont élaboré un tel schéma d'édition, parce que finalement c'est ça qui s'est passé, est-ce que vous croyez sérieusement qu'ils se sont dit on va mettre sur le marché 353 quatrains? Est-ce que ça a été le premier mouvement? Absolument pas. Il est évident qu'au départ, il y avait 3 centuries. Et qu'ensuite, il y a eu des additions. C'est une chose différente. Qu'il y ait un premier jet parfaitement cohérent, et qu'ensuite, on en rajoute un petit peu, ça se conçoit. Il faut déjà qu'il y ait eu ce premier jet. Par conséquent, quand Robert Ben-Asra, par exemple, quand il fait une édition en 1984, je crois, de la première édition, c'est une plaisanterie, la première édition des Macébonum 455, eh bien, voilà. Eh bien, il se moque du monde. Parce qu'une première édition ne peut pas comporter 353 quatrains. Tout simplement. Une première édition comporte 300 quatrains. Et s'il y a une 4e centurie, c'est par ajout. Hein, c'est par ajout. Une première édition qui se termine par le quatrain 53-54, c'est n'importe quoi. Je n'ai pas dit qu'elle n'a pas existé, cette édition, mais sûr qu'elle a existé. Mais elle ne saurait être qualifiée en aucune façon de première édition. Et ce n'est pas parce qu'on n'en a pas trouvé d'autres qu'elle n'a pas existé, cette édition. Bon. Voilà ce que je voulais dire. Bon, on pourrait donc développer à l'infini cette problématique, mais là, il y a un problème de méthodologie absolument majeur à respecter.